Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute première séquence Smart Space, votre nouveau rendez-vous tech dédié au business et à l'exploration spatiale. Je suis très heureuse d'inaugurer ce nouveau rendez-vous avec mes deux invités en plateau. Aujourd'hui, on va parler de tourisme spatial. Vous n'avez pas pu échapper au sujet. Le tourisme spatial est lancé en juillet dernier. Virgin Galactic a ouvert le bal, suivi de très près par Blue Origin. Et puis, dans quelques jours, le 15 septembre, a priori, SpaceX doit à son tour prendre son envol avec la mission Inspiration 4. Mais en France aussi, une entreprise s'est engagée sur la voie du tourisme spatial. Elle s'appelle Zefalto et on a avec nous Vincent Farid-Astier, fondateur de Zefalto. Bonjour, bienvenue sur le plateau de Smart Space. Avec ce Zefalto, donc vous prévoyez, pour nos téléspectateurs le sachent, d'envoyer un ballon dans la stratosphère. On va y revenir tout de suite. À vos côtés, Christophe Bonal, ingénieur au Centre national d'études spatiales. Bienvenue sur le plateau de Smart Space. Merci beaucoup et quel honneur d'avoir le plaisir d'inaugurer l'émission. Effectivement. Alors, je vais vous poser la première question pour installer le décor. Comment on peut définir le tourisme spatial ? Il y a deux mots, tourisme et spatial. Donc, tourisme d'abord. Un touriste, c'est quelqu'un qui paye lui-même son billet, par opposition à un professionnel, par opposition à des institutionnels et autres. Donc, c'est quelqu'un qui paye un billet pour aller se balader, alors, je sais pas, en Thaïlande ou plus haut. Voilà. Et après, donc, spatial, bon, on y reviendra peut-être, mais il y a plein d'utilisation du mot. Est-ce qu'on le définit ? Ben non, il n'est pas défini, déjà. Donc, l'espace, si vous voulez, là, ma main est dans l'espace par rapport à la Terre. Ou alors, sinon, on peut considérer juste que c'est l'espace en tant qu'espace qui nous entoure. Voilà. Et donc... Alors Vincent Farid-Astier, votre projet, c'est d'envoyer une montgolfière, plus ou moins. En tout cas, il y a un ballon, il y a une nacelle pressurisée dans l'espace, enfin précisément dans la stratosphère. Racontez-nous. Voilà, on va en ballon, on emmène des passagers, des voyageurs aux portes de l'espace. Donc, c'est-à-dire qu'on est à 25 km d'altitude. Les avions, pour référence, volent à 10 km. Ouais. Là, on va être à 25 km, donc 15 km au-dessus. Et c'est une altitude à partir de laquelle on voit très bien la courbure de la Terre. Ouais. On est plongé dans le noir de l'espace. C'est-à-dire que on va voir en même temps le soleil et les étoiles. C'est ce qu'on voit à l'antenne, cette vue assez impressionnante. 25 km, est-ce qu'on est dans l'espace alors ? Alors, on a une expérience spatiale. Je laisserai Christophe juge. Il n'y a donc, pour revenir, il n'y a pas de définition de l'espace. C'est formidable. On a des traités innombrables de l'ONU, 76, 72, etc., qui tous parlent de l'espace extra-atmosphérique, mais pas de définition. Donc, l'espace extra-atmosphérique, il faut savoir que l'atmosphère, plus vous montez, moins il y en a, mais vous allez à 10 000 km, il y a encore un petit peu de traces, donc... Mais on a parlé de cette limite des 100 km et des 80 km avec cette bataille entre Jeff Bezos et Richard Branson. On n'est quand même pas resté dans le flou, on est allé chercher plein de définitions. Les premiers à avoir fait ça, c'était l'US Air Force, les militaires américains, les aviateurs américains, qui avaient dit, on va dire que l'espace, c'est 50 status miles. Donc ça veut dire, ça fait à peu près 80 km. Puis l'US Navy, qui, comme on le sait, sont un peu... On dit, non, c'est 50 nautical miles, 90 km à peu près. Puis après, on s'est dit, non, mais par exemple, les Russes, eux, ils comptent pas en status miles, ou les Soviétiques à l'époque, ou en nautical miles. Donc, non, il faut compter en unités internationales. Et là, il y a eu Theodor von Karman, qui est un scientifique extrêmement connu, un des pères de tout ce qui est aérodynamique, etc., qui avait fait un calcul sympa, qui est quelle est l'altitude à laquelle un avion arrive encore à se sustenter sur certaines conditions. Et pour se sustenter, il faut donc une surface à l'air, et il faut aller très vite. Et si vous allez tellement vite que vous êtes en orbite, et c'est ça qu'on a appelé la ligne de von Karman. Et quand on la calcule, alors il y a plein de paramètres, mais on tombe sur des 93,520 ou un truc comme ça. Okay. Et enfin, la dernière étape, c'est donc la Fédération internationale aéronautique, qui enregistre tous les exploits, etc., a dit, on va pas faire un compte 93, c'est 100 points. Voilà. Très bien. Donc, il y a quand même finalement des petites pistes comme ça, mais ça dépend de son pays d'origine en fait. Alors, exemple, je pense que ce qui est important aussi, c'est l'expérience en elle-même. Alors nous, on parle d'expérience spatiale parce qu'on est dans le noir de l'espace, dans l'obscurité. La différence avec ceux qui partent en fusée, ça va être que nous, on va toujours être soumis à la gravité. Alors qu'on ne va pas être en orbite, on ne va pas avoir d'apesanteur artificielle comme c'est le cas pour certains.
on va être toujours soumis à la gravité, ce qui fait que c'est quelque chose de beaucoup plus confortable, beaucoup plus, je dirais presque contemplatif. On va vraiment passer des heures à pouvoir observer la stratosphère, à pouvoir observer le ciel étoilé, avec vraiment contempler aussi la Terre, se laisser emparer par la beauté pendant des heures. Alors combien d'heures justement, combien de temps ça dure une expérience avec Zefalto? L'idée c'est quoi? Parce on sait que par exemple pour la compagnie de Jeff Bezos et celle de Richard Branson, c'est 4 minutes de flottement à peu près. Pour vous c'est combien de temps? Alors nous, ce sera plusieurs heures. Les premiers vols vont durer 6 heures. Donc on est vraiment dans un autre rapport au temps. Vraiment, je disais, un peu contemplatif, même s'il y aura des activités à bord. Et 6 heures dans un premier temps. Et en fait, notre technologie nous permet de rester plusieurs jours. Donc on peut vraiment envisager des croisières stratosphériques. Et est-ce que physiquement, ça a une incidence? Est-ce qu'il faut se préparer pour aller d'abord à 25 km, ensuite plus loin, puisque les pilotes de ligne se préparent, les astronautes se préparent? Est-ce que les touristes se préparent pour aller dans l'espace physiquement, physiologiquement? Alors, je crois que pour ce qui est des vols en fusée, il y a quand même une vraie contrainte physiologique qui comprend une énorme accélération, puis après une décélération. Et il y a beaucoup de personnes qui peuvent être un peu malades. Nous, c'est extrêmement doux. Et c'est, en fait, si vous pouvez monter dans un avion de ligne, vous pouvez monter avec nous. Et donc, ils seront dans une cabine pressurisée. Il n'y a pas de risque. Par exemple, il y a la question des radiations. Est-ce qu'on sait ce qu'on risque si on passe plusieurs heures comme ça à orbiter à 25 km d'altitude? Alors, on a des retours. Les passagers du Concorde avant faisaient ça déjà dans la stratosphère. Et notre but, vraiment, c'est évidemment, c'est une grande préoccupation, c'est de faire en sorte que ce soit pas plus dangereux que d'aller dans un avion de ligne aussi pour ces questions-là. Christophe Bonal, vous réagissiez. Qu'est-ce que ça fait au corps d'aller dans l'espace? Donc, comme vous le savez, il y a deux types de tourisme. Il y a celui que mentionnait Vincent, où on fait juste une petite virgule, 100 km d'altitude. Là, il n'y a pas de contrainte particulière. On vous demande juste si vous êtes enceinte jusqu'aux dents ou si vous êtes cardiaque, terrible, mais c'est tout. Pour partir avec Blue Origin, par exemple, avec SpaceX ou avec... Blue Origin, dans ces cas-là, il n'y a pas plus de contraintes qu'un manège à la Foire du Trône. Pas plus de contrôle et pas plus de vérification avant. Or, pour le moment, ils vérifient quand même un peu. Par contre, vous citiez SpaceX et la mission Inspiration 4. Là, ça, c'est tout à fait autre chose. Parce que là, réellement, il y a énormément de contraintes au point de vue, notamment de la sauvegarde, c'est-à-dire les dangers qu'il peut y avoir. Et si ça se passe mal, par exemple, ça peut être assez exotique. Et donc, il peut y avoir des contraintes vraiment très fortes, sans citer l'accélération, des trucs comme ça. Bon, là, ça peut... Et donc là, vous êtes obligé de vous y préparer. Et de vous y préparer, 3 mois à temps plein ou 6 mois à temps plein, très sérieusement. Avec il ne s'agit plus finalement de se lever un matin et de partir en voyage pour la journée. Non. D'ailleurs, il y a eu plusieurs candidats qui s'étaient déclarés, qui avaient payé, qui étaient FANA, etc. Et quand ils ont compris, oula, Boudi, 6 mois d'entraînement, non, j'ai autre chose à faire, et ils ont annulé. Alors, est-ce que tout ça, c'est réglementé? D'abord, les conditions de sécurisation des passagers, mais aussi la hauteur de vol. Pour avoir une autorisation de vol, comment vous y êtes pris, par exemple, Vincent Farbastier? Évidemment, tout ça est réglementé, même s'il y a des parties de la réglementation qui sont encore à construire. Oui, ça n'existe pas. Voilà, il n'y a pas de vols réguliers spatiaux ou stratosphériques pour l'instant. Il y a quand même une autorité européenne, déjà, qui s'appelle l'EASA, qui régule donc tout ce qui est aviation, et nous, on en dépend. Et évidemment, on dépend aussi des règles de l'air traditionnelles. J'étais contrôleur aérien avant, et donc pour Zefalto, je me suis dit que c'était très important de pouvoir intégrer le ballon à la circulation aérienne. Et il y a d'autres personnes qui sont dans le ciel, des pilotes, des passagers, des avions, et on a fait en sorte de développer un ballon qui puisse s'intégrer dans ce trafic. On a une spécificité, un ballon qui est avec, vous avez vu sur les images, donc un grand ballon et un plus petit ballon en dessous. Le plus petit ballon nous permet de monter et descendre et de nous intégrer à cette circulation aérienne et de voler très facilement un peu dans tous les pays. Mais ça, c'est votre initiative, de votre expérience professionnelle, mais on ne vous a pas imposé d'avoir ce critère-là, par exemple? Alors, on ne nous a pas imposé, mais le fait de redescendre exactement avec le même ballon, c'est quelque chose qui facilite quand même d'un point de vue réglementaire. C'est le fait de s'intégrer dedans, c'est quelque chose qui nous permet d'être plus facilement certifiés. Et c'est un processus qui commence, évidemment, avec l'EASA, justement, le régulateur européen. Il y a des certifications à avoir, évidemment. Évidemment.
Est-ce qu'il n'y a pas quand même urgence à accélérer la réglementation autour de l'accès à l'espace? Alors, de notre côté, tout ce qui est orbital, on parlait de SpaceX par exemple, ça c'est quand même bien réglementé. Il y a vraiment, et puis il y a on a des processus de formalisation, d'autorisation. Par exemple, dans le cas des Américains, c'est la FAA qui est un organisme qui revoit la totalité de la conformité à la réglementation et qui à la fin dit bon, ok, vous pouvez y aller. Pour le suborbital, c'est plus compliqué. Pour le moment, il n'y a pas encore grand-chose. Alors, on a un groupe de travail actuellement entre le CNES et la DGAC qui est le ASA de français, justement pour voir un peu quelles sont les contraintes ce qu'il y aurait à faire là-dessus. Et donc, au niveau des Américains, ça dépend des États, par exemple. Donc, c'est pour ça qu'il y en a qui s'installent au Texas ou au Nouveau-Mexique, parce que ces États-là sont plus laxistes que d'autres. Et donc, ils en profitent pour le moment. Mais ça, effectivement, le suborbital, comme Branson ou Bezos, là, il y a une réglementation à établir. C'est pas mal fait au niveau américain, mais si on veut le faire ailleurs, comme en pour France, le moment, on n'a pas. Par exemple. On parle de réglementation, il y a aussi la question des conséquences de ce tourisme spatial. Pas mal de détracteurs, avec l'éclosion du sujet du tourisme spatial, se sont manifestés en revendiquant l'importance de protéger l'espace. Alors, est-ce qu'on est capable de donner aujourd'hui, de chiffrer, de mesurer l'impact du tourisme spatial qui a déjà eu lieu et qui va avoir lieu sur l'environnement spatial? Alors, tant qu'il y a plusieurs sortes de tourisme spatial, ceux qui utilisent principalement des moteurs fusées, eux, ont une grosse émission de gaz dans des endroits où la densité justement atmosphérique est très faible. Donc il y a un réel impact des gaz à effet de serre. Mais tous, ça c'est la question, c'est que ça dépend des projets. Alors ça dépend des projets, mais tous émettent beaucoup de gaz à effet de serre. Alors nous, on est un peu différents, c'est-à-dire nos vols se font sans impact carbone, sans impact même tout court, puisque on garde tous nos gaz, on n'utilise que de l'air finalement pour monter et descendre. Oui. Donc nous, en fait, il n'y a aucune émission, et c'est vrai que si qu'on fasse un vol ou 1000 vols, ça ne va pas changer l'impact. Oui. Christophe Bonnat, je veux voir réagir quand même. Bon, mais après c'est des précisions, on découvre le sujet. Là, on est en train de polluer, on est d'accord. Oui. On a un impact environnemental juste en parlant comme ça. Après, il y a des solutions qui sont mauvaises, médiocres. Branson, avec sa propulsion hybride, je rentre pas dans les détails. C'est-à-dire un avion porteur, pour les personnes qui nous regardent, rappelez-vous, un avion porteur, ensuite la navette qui repart. Le propulseur, il y a on le voit à l'antenne. Le bloc de carburant est un bloc de caoutchouc qui génère, c'est comme faire brûler un pneu. D'accord. Donc si vous voulez, quand vous le faites une fois tous les 3 mois, ça va. Si, comme le tourisme spatial le laisse entendre au point de vue des marchés, s'il y avait un vol toutes les 20 minutes, c'est pas acceptable du tout. Par contre, Bezos, il vole avec oxygène liquide, hydrogène liquide, c'est-à-dire effectivement, ça ne génère pas du tout de carbone, sauf la production d'hydrogène, et encore la production d'hydrogène peut se faire par électrolyse. Oui, en fait, il faut que ce soit à condition que l'hydrogène soit vert. C'est un peu comme l'hélium, il faut le produire, il faut le récupérer quelque part, donc il faut en tenir compte. Il faut que la production soit propre. Il faut tenir compte de A à Z, c'est-à-dire c'est vraiment l'analyse de cycle de vie complet, y compris la fabrication de l'enveloppe ou de l'avion ou de la fusée, etc. Et donc il faut faire le bilan global. Là où c'est dur, alors là je parle pour le tourisme fusée, c'est vraiment cette notion de, par exemple, le suborbital, on va du point A au point A, et comme vous le disiez, 4 minutes, Est-ce qu'on justifie un tel impact? Est-ce qu'on a à le justifier? Je veux dire, est-ce qu'on a à le justifier? On doit vérifier que c'est légal. Ça, c'est très clair. Et puis après, mais c'est le débat de société environnementale qu'on connaît très bien. Est-ce que je vais vous reprocher le super SUV dans lequel je vous ai vu arriver tout à l'heure? Malheureusement, non. Vous voulez réagir peut-être là-dessus, Vincent Faré-Dastier? Je pense que, en effet, ce qu'il faut considérer, c'est tout, de la production au vol lui-même. Après, même dans le cas de moteurs hydrogène, il y a quand même une émission de vapeur d'eau à très haute altitude, et ça, c'est pas anodin au point de vue gaz à effet de serre. Et dans ce que je disais tout à l'heure,
à des endroits où l'atmosphère est tellement raréfiée que ça met extrêmement longtemps. Si vous envoyez une tonne de CO2 à 50 km, ce n'est pas du tout le même impact qu'une tonne de CO2 au niveau de la mer. Donc il y a ça aussi. Donc il faut être vraiment conscient que il y a des choses que ça fait avancer, il y a cette innovation. Votre remarque m'intéresse beaucoup. On pourra en parler hors antenne, parce que c'est un truc sur lequel on s'étripe un peu au niveau et on n'est pas certain. Mais bon, il y a encore beaucoup de recherches à faire, c'est ça qu'on voit. En fait, il y a encore beaucoup de recherches à faire. L'un des trucs qui va polluer bien, c'est tous les passagers de Vincent, ils vont venir en avion. Alors, l'intérêt, c'est qu'on puisse voler dans tous les pays et donc, à terme, les faire voyager de chez eux. On les fera voyager en véhicule électrique jusqu'à... C'est parfait. Alors, à vélo. Autre sujet du tourisme spatial, là, c'est, à contrario, l'impact bénéfique que ça peut avoir à la fois sur la recherche spatiale. On connaît mal encore les conséquences économiques que peut avoir le tourisme spatial, mais il y en a. D'une part, il y a les innovations qui vont en découler. Alors, c'est vrai qu'on a vu dans tout ce qui était spatial, toutes les innovations, ça va du scratch, il y a des tas d'innovations qui sont là grâce à l'espace. Bien sûr, ouais. Et c'est un nouveau véhicule. Ce sont des nouveaux véhicules qui apportent des nouveaux modes de transport, qui vont pouvoir permettre de faire des plateformes scientifiques, de pouvoir faire des tests, des analyses en très haute altitude ou en orbite. Alors, de toute façon, il y a ce côté innovation. Après, il y a le côté aussi industriel directement. On va pouvoir aussi faire des relais de communication. Alors ça, c'est l'emploi des satellites qu'on connaît. Mais dans un nouveau type, si on peut accéder plus facilement à l'espace, si on divise les coûts par 10 ou par 100, forcément, ça va développer de nouvelles industries qui ne pouvaient pas aller jusque-là du fait du coût. C'est ce qu'a dit Jeff Bezos, j'en profite pour le citer. Il a dit dans sa conférence de presse après son vol avec Blue Shepard, nous allons construire une nouvelle route vers l'espace. C'est aussi le regard du CNES. Alors ça, c'est fondamental, une fois de plus, de comprendre que, par exemple, le Spaceship Two de Branson, il ne nous apporte pas grand-chose. Bezos, c'est formidable ce qu'il fait. Il faut bien comprendre que Bezos fait ça, c'est pas pour l'argent. Il fait ça parce qu'il veut aller se poser sur la Lune. Or, la Lune, il n'y a pas d'atmosphère, donc il faut se poser à la verticale, donc il s'entraîne, donc il a développé son New Shepard. Son New Shepard, c'est une petite merveille, c'est l'un des moteurs les plus complexes. On regarde ça avec énormément d'attention, là vraiment au point de vue technologique, démonstration techno, précision d'atterrissage, etc. Donc ça, c'est vraiment une avancée technologique très forte. Mais dont la France va pouvoir bénéficier. Le CNES a l'intention de prendre part aussi à Tout à fait. Alors nous avons des démonstrateurs qui sont en cours de développement. Là, par exemple, on en a un qui s'appelle Callisto, qui est en coopération avec les Japonais et les Allemands, et qui va voler bientôt. C'est quoi ? C'est justement, on monte, on descend, on remonte. Un ballon ? Non. Pardon, là. Alors là... Le CNES développe des très très gros ballons avec son expérience sur les leaders mondiaux là-dedans. Ça fait 60 ans qu'ils font voler des ballons. Et on suit Zeffelto de très très près, bien sûr. Oui. Donc vous travaillez sur ces sujets-là ? Oui, tout à fait. Pour porter l'industrie derrière française ? Absolument. D'accord. Exactement. C'est l'idée. Oui, tout à fait. Pour donner, par exemple, cette aptitude à aller atterrir sur une croix tracée au sol. Bon, ça, c'est pas évident du tout. Oui. Et donc, on a nos démonstrateurs là-dessus. D'abord, un tout petit qui s'appelait Frog, qui et qui revient se poser. C'est mignon comme tout. Puis après, on passe, on change de taille. Et on est en train de développer un démonstrateur qui s'appelle Thémis, qui là est beaucoup plus gros, avec un nouveau type de moteur très propre. Mais émettant des gaz, ok. Je en reparlerai. Alors j'ai une dernière question pour vous deux, mais je commence par vous, Vincent Farid-Astier. Est-ce que vous aussi, vous allez partir avec votre vol inaugural vers l'espace ? J'y compte fermement, oui. Je fais partie des pilotes d'essai du ballon. Donc à chaque vol, pour l'instant, j'étais à bord. D'accord. Je n'étais pas à bord de tous les vols, mais évidemment, c'est un rêve à la base. C'est un élan vers les étoiles qui m'a fait... J'ai voulu aller en voilier vers l'espace. C'est un petit peu mon rêve de départ et que je veux partager, mais je pense embarquer avec grande joie. Et vous, Christophe Bonal ? Vincent m'a dit tout à l'heure qu'il m'invitait au premier vol. Alors ça, c'est vraiment ça. La prochaine mission Smart Space, donc dans 2024, Smart Space sera dans l'espace directement. Ce serait formidable, une très belle délocalisation, ce serait l'idée. Merci à tous les deux d'être venus sur le plateau, ce premier plateau de Smart Space. Merci à vous, Vincent Farid-Astier, fondateur de Zeffelto, qui prévoyait d'envoyer un ballon dans la stratosphère 2024, c'est ça l'échéance. Et puis à vous aussi, merci Christophe Bonal d'être
venu sur le plateau de Merci, Smart Sophia. Space, ingénieur Opnes. Restez ici, on se retrouve nous quant à nous la semaine prochaine dans Smart Tech. Tout de suite, c'est le week-end, donc on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles émissions. Et à la fin de la semaine, comme tous les vendredis, ce sera un rendez-vous hebdomadaire. Vous retrouverez Smart Space.